Donc je suis Emmanuelle Choucroune et je suis directrice adjointe de l'équipe, relations interbancaires, qui s'intéresse un peu à tous les sujets en lien avec les paiements, tant sur le plan réglementaire que sur le plan des infrastructures. Et comme vous le savez, l'actualité est assez, chargée. Et j'y suis tout particulièrement l'ADSP3 dans ses diverses thématiques, que ce soit la fraude, l'autorisation des paiements et plein d'autres sujets. Alors la DSP3, c'est la troisième directive sur les services de paiement qui vient définir le cadre réglementaire et juridique des services de paiement de l'Union européenne. Ce texte fait partie d'un ensemble de textes législatifs qui a été, publié par la Commission européenne le 28 juin 2023, et elle viendra remplacer l'actuelle DSP2 qui a été adoptée en 2015. À date, à aujourd'hui, la DSP3 elle est en cours d'élaboration et elle pourrait bien, entrer en vigueur tout début 2026 avec une mise en application 18 mois plus tard, ce qui nous amènerait finalement à une, mise en application au deuxième trimestre 2027. Donc cette DSP3, elle est composée de 2 textes, un règlement que l'on appelle PSR, hein, le Payment Service Regulation. Ce règlement, c'est le texte unique, qui vient, régir les services de paiement dans l'Union européenne et il sera applicable en l'état par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. La directive, la DSP3, qui elle sera transposable, en fonction de la législation des États membres. Donc la Commission européenne s'est fixé, 3 principaux objectifs, hein. 1er objectif, sécuriser les paiements en Europe et protéger, les consommateurs. Et ça va passer par quelques mesures phares, on peut en citer 4 ici. La mise en place de mesures de protection des consommateurs en cas d'usurpation d'identité. La mise en place d'un service de vérification de concordance entre le nom du bénéficiaire et son IBAN. Ça va s'appeler le VOP, le Verification of Pay. On parlera également de la mise en place, de mesures d'authentification fortes qui seront adaptées, aux populations fragiles, où on verra également des mesures qui faciliteront, l'accès au cash. Ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, améliorer les dispositions relatives à l'open banking, on y reviendra. Et enfin, troisième objectif, pérenniser l'accès direct aux infrastructures de paiement pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique et finalement, réaffirmer leur droit au compte. Tout ça dans un objectif de équité concurrentielle entre établissements bancaires, établissements non bancaires et un objectif de défragmentation, du marché européen. Réglementation européenne, s'accompagne d'une clause de révision. Et donc, la DSP3 enfin, après l'instauration de la DSP2, la question c'était de dire, ben, est-ce que ce texte, adopté en 2015, est toujours adapté? Est-ce que, les dispositions qui ont été mises en place, elles sont pertinentes? Est-ce qu'elles sont efficaces? Ou est-ce qu'il convient de les revoir? Alors toutes ces questions qui sont des questions très importantes, hein, pour les utilisateurs de services de paiement, pour les prestataires de services de paiement, ont fait l'objet d'un examen détaillé. Il y a eu un rapport qui a été, établi par la Commission européenne. Il y a eu une consultation, de tous les acteurs concernés en disant: qu'est-ce qui marche pas finalement et qu'est-ce qu'il faudrait, améliorer? Et l'ADSP3, eh bien, son ambition, c'est de venir, pallier les, les insuffisances, qui sont issues de la mise en œuvre de la DSP2. C'est vraiment ça le sujet. Et donc, pour remettre les choses en perspective, les points forts de la DSP2, c'était 2 choses, parce que les effets positifs de la DSP2, ça a été 2 choses. La première, ça a été de réduire, le niveau de fraude grâce à l'authentification forte. Ça, c'est vraiment un des acquis de la DSP2. C'est ce qu'ont permis les dispositions de la DSP2 et qui ne sont pas remises en cause par la DSP3. Et puis le deuxième fait très notable, le deuxième apport très notable de la DSP2, ça a été d'instaurer un cadre régulé
pour les activités d'open banking. Hem, alors maintenant, tout n'est pas parfait et il y a des choses qui ont voilà, qu'il faut améliorer. Dans les choses qu'il faut améliorer, le grand constat finalement et c'est ce qu'envisage de faire la DSP3, c'est de dire: «Et très bien, on constate, malgré l'authentification forte, une forte hausse des fraudes, heu, qui résultent de l'ingénierie sociale». D'accord? Et l'authentification forte, finalement, elle est assez inefficace contre ça. Et donc, il faut réfléchir à de nouvelles manières de protéger, les consommateurs contre ces fraudes par ingénierie sociale. Et c'est une des grandes, propositions de la DSP3, qui consiste à prévoir une indemnisation des utilisateurs de services de paiement en cas de fraude par ingénierie sociale. L'open banking, c'est très simple. Si on se place du point de vue de l'utilisateur, c'est le fait de pouvoir partager les données attachées à un compte bancaire, avec des acteurs tiers qui ne sont pas des banques. D'accord? Donc, je vais pouvoir partager, mes données. Alors, mes données, c'est quoi? C'est les soldes de mes comptes, c'est le détail de mes opérations, c'est éventuellement mes opérations, à venir, avec un acteur tiers qui va les utiliser pour me rendre des services. Alors, ces services, ils peuvent être divers. Ça peut être des services liés à la gestion de budget, ça peut être, pour obtenir un crédit, donc, il y a tout un tas d'usages, qui sont liés en fait à, l'open banking. Un autre prérequis important, c'est de rappeler que l'open banking, en fait, a précédé la DSP2. L'open banking n'est pas né, avec la DSP2 et ce qu'a fait la DSP2, c'est de créer un cadre régulé pour cette activité qu'elle a rendu obligatoire, pour, tous les acteurs du paiement dans l'Union européenne. Alors, un des objectifs de la DSP3, c'est d'offrir des services d'open banking plus efficients. Et là, effectivement, il y a 2 propositions très importantes dans la DSP3 pour l'open banking. La première, c'est la mise en place d'un tableau de bord utilisateur qui va permettre aux utilisateurs qui partagent leurs données bancaires de beaucoup mieux maîtriser, l'accès qu'ils accordent à des tiers pour utiliser leurs données. Et donc ils auront un tableau de bord en disant: «Bah, voilà, j'ai accepté de partager mes données avec telle entité pour telle période et sur tel périmètre». D'accord? Donc ça, c'est vraiment, ça permet vraiment de donner beaucoup plus de contrôle aux utilisateurs sur le service de leurs données et c'est quelque chose de très positif. La deuxième disposition, qui est aussi très importante, c'est qu'il y a la possibilité pour une banque d'être exemptée, d'offrir des services d'open banking. Et ce que prévoit la loi là-dessus, enfin ce que prévoit la DSP3, c'est que, c'est à l'Autorité bancaire européenne, de préciser les détails de cette, exemption. Alors là, nous, là où on voit, quelque chose de très positif, c'est qu'en fait, la DSP2 a péché en ne faisant pas la distinction entre les natures d'utilisateurs. C'est-à-dire que, il y a certaines banques et notamment des banques très orientées vers les activités entreprises, qui ont développé des infrastructures complètes d'open banking réglementaire et qui d'aujourd'hui n'ont pas d'utilisateurs. Pourquoi? Parce que, ces acteurs, en fait, utilisent déjà une forme d'open banking qui leur est propre, qui est installée, depuis longtemps et qu'ils ne voyaient pas forcément l'intérêt de changer. Et donc, pour nous, il nous semble très, très dommageable de dire: «Ben, en fait, vous devez développer des services d'open banking réglementaires pour lequel vous n'avez pas d'utilisateurs et pour lequel vous allez, devoir développer des choses en plus alors que c'est pas utilisé». Voilà, et donc ça nous paraît bien parce que ça va c'est une disposition qui nous semble pouvoir moduler, les exigences de la, directive sur les services de paiement pour ce qui est des obligations open banking. En disant là où on constate de l'appétence, bah oui, ça a du sens et ça a du sens, d'ajouter ces ajustements réglementaires. Là où, bah, il y a pas d'utilisateurs, on va pas investir, on va pas contraindre les prestataires de services de paiement à investir pour des services qui ne sont pour lesquels il y a pas d'appétit en fait, ça n'a pas de sens. Et donc ça, c'est une ouverture. Maintenant l'ouverture reste à préciser et ça fait partie des sujets, qu'il va nous falloir creuser. Sécurisation, c'est un axe fort de la DSP3 et la lutte contre la fraude en est un élément clé.
Et la Commission européenne a réfléchi finalement à de nouveaux axes de renforcement, de lutte contre la fraude et ces axes-là viendront, nous le pensons, effectivement améliorer le quotidien, des grandes entreprises, des trésoriers d'entreprises, des grands corporates. Parmi ces axes, on peut en citer 2. Le 1er, ça sera la possibilité d'échanger des informations sur les opérations frauduleuses. Ça, c'est nouveau. Les prestataires de services de paiement de la zone euro, vont pouvoir circuler entre eux, les IBAN frauduleux, les numéros de compte frauduleux, ce qui permettra d'anticiper et de limiter finalement les transactions frauduleuses. Deuxième accès, le VOP dont on a parlé, la mise en place du Verification of Pay, permettra également au trésorier finalement de se prémunir contre la fraude et de limiter, les erreurs de saisie qui sont tout à fait possibles aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur bancaire? Ça veut dire, une forte mobilisation qui sera attendue de notre part, une forte mobilisation, une forte préparation à prévoir dès le début de l'année prochaine, en 2025 et sans aucun doute, côté entreprise, les offres actuelles seront certainement à revoir et à adapter. Il y aura des adaptations à prévoir. Tout à fait, le sujet de la protection du consommateur est au cœur des débats, fait beaucoup parler de lui en Europe et dans un contexte où Emmanuel le rappelait il y a 2 minutes, où finalement on est dans un essor, de la fraude par usurpation d'identité qui vient contourner, l'authentification forte. On est également dans un essor de la fraude, de la par manipulation psychologique du consommateur et finalement tout ça, ça amène des débats qui sont en cours sur la définition, d'une opération autorisée. Et pour ce qui est effectivement des mesures de protection du consommateur en cas d'usurpation d'identité et pour ce qui est, du remboursement, des opérations frauduleuses, en l'état actuel des négociations de la DSP3, le texte élargit aussi, la responsabilité qui va incomber aux banques, et prévoit, un remboursement aux consommateurs victimes d'usurpation d'identité, finalement, quelle que soit la nature de l'usurpateur. Que ce soit une entité publique ou une entité privée, la banque est tenue de rembourser. Donc là, on voit bien qu'en fait, le texte fait peser sur la banque une responsabilité qui n'est absolument pas la sienne. Et là où on met l'accent, c'est nous disons: «Attention, attention, il faut absolument attribuer, les bonnes responsabilités aux bons acteurs». La banque ne peut pas être tenue pour seule responsable dans une chaîne de paiement où elle n'est pas la seule à agir et l'ensemble des acteurs doivent être responsables financièrement, juridiquement, que l'on parle, des opérateurs, de télécommunications électroniques, par exemple, ou que l'on parle finalement, d'hébergeurs de sites frauduleux. Hem, pour revenir sur le VOP, le Verification of Pay aura également un rôle à jouer, et ça sera un élément de sécurisation supplémentaire, on l'aura bien compris, mais une responsabilité supplémentaire qui incombe également, à la banque avec des défis qui sont constatés notamment vis-à-vis de la mise en place et des délais de mise en place qui sont très, très courts, puisque le premier jalon finalement pour l'Europe, ça sera octobre 2025, donc des délais très, très courts et également au niveau des impacts clients, il faudra qu'on y fasse très attention, il faudra minimiser ces impacts clients et les accompagner, dans le changement qui va arriver. Effectivement, il y aura des impacts opérationnels, hein, du VOP pour les équipes. À l'heure actuelle, on en voit 3 principaux. On va demander aux opérationnels, tout d'abord une prévalidation, des bases bénéficiaires, ce qui permettra, encore une fois, de se prémunir contre les erreurs de saisie et d'éviter les rejets. On va également, leur demander des contrôles et des validations additionnelles. Mais en plus, va porter sur les opérationnels une responsabilité supplémentaire sur les éventuels correctifs qui seront apportés sur les ordres de paiement en fonction de la réponse qui sera communiquée, suite au résultat du fameux Verification of Pay. Effectivement, ce qui nous semble intéressant, c'est d'évoquer
ce que serait une DSP3 idéale. Et là-dessus, effectivement, je pense qu'il faut commencer par le côté utilisateur, hein, puisque si on mobilise autant de ressources, c'est aussi pour satisfaire nos clients. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a il y a il y a il y a il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu d'inclusion d'abord, il y a un enjeu de sécurité, pour les particuliers, il y a un enjeu de résilience, et d'expérience client adaptée. Et surtout, c'est important effectivement de pouvoir différencier entre, enfin les solutions qu'on apporte à nos clients, en fonction, bah, de leurs attentes. C'est-à-dire que un consommateur n'a pas les mêmes attentes que, un entrepreneur individuel, qui n'a lui-même pas les mêmes attentes qu'une entreprise. Et donc tout ça, ça appelle à la mise en place de services différenciés. C'est essentiel, d'attribuer les bonnes responsabilités aux bons acteurs. Parce que demain, si les banques, commencent à indemniser des clients qui sont victimes d'usurpation d'identité, ça veut dire que mécaniquement, les coûts des services, augmentent, et donc les prix des services vont augmenter. Et ça, on a quand même une alternative à ça, c'est de dire: «Non mais on peut éviter cette hausse des coûts et cette hausse des prix, en faisant en sorte d'attribuer le bon cadre». Et donc effectivement dans le monde digital, et ben, il est essentiel effectivement que les opérateurs télécoms jouent leur rôle et assument leurs responsabilités. Il est essentiel que les hébergeurs jouent le rôle et ne laissent pas, par exemple, des sites, frauduleux, prospérer, et quand on les alerte, ben, qu'ils puissent en fait, y mettre fin. Et ça, ce sont des leviers qui sont, extrêmement importants sur ce bien-là. Alors bien sûr, le service de verification FPI est très important, là-dessus, hein, parce que c'est une brique importante. Et donc toute la question, et c'est un peu la question qu'on se pose, c'est: très bien, quel va être l'impact de cette mesure? De ce droit donné à l'utilisateur d'aller vérifier le bénéficiaire quand il peut le faire? Est-ce que ça va jouer, ou pas sur ces fraudes par usurpation d'identité, dont on parle? Voilà un petit peu donc si je dois résumer, notre DSP, 3 idéal, c'est une DSP3 qui attribue les bonnes responsabilités aux bons acteurs, qui contraint pas les prestataires de services de paiement à des investissements productifs, et qui permet de répondre aux grandes attentes des utilisateurs dans leur diversité.